engagement individuel de conservation, pacte du Trail. Donc, obligation de conserver ces titres durant 4 ans, c'est un engagement individuel. Le début de l'engagement individuel de conservation, c'est à partir de la fin de l'engagement collectif de conservation. Soit la date de fin a été prévue dans le pacte du Trail, soit il faut penser éventuellement à dénoncer l'engagement collectif de conservation pour rentrer dans l'engagement individuel de conservation. On avait vu qu'un des signataires du pacte du Trail, de l'engagement collectif de conservation ou de l'engagement individuel de conservation doit exercer une fonction de direction. Et on va voir quelles sont les opérations autorisées ou non. Et l'apport à une ligne passive, une exception justement à l'interdiction des opérations sur titre. Souvenez-vous, le pacte du Trail, c'est un petit sac de billes. On a mis des billes dans le sac, on a fermé le sac et en principe, on ne peut plus toucher aux billes, sauf exception, et l'apport à une ligne passive est une des 2 exceptions, justement, où on peut prendre des billes pour apporter une ligne passive. Voilà. Sinon, toutes les opérations sont interdites, hormis celle-ci, l'apport à une ligne passive. Et la deuxième opération autorisée, c'est celui qui a reçu les titres, le donataire, peut à son tour les transmettre par donation, mais uniquement à ses descendants. Uniquement à ses descendants. Ce sont les 2 exceptions à coucher, pas bouger. Et puis, attention, sauf bien sûr certaines opérations capitales qui sont autorisées. Comme on avait vu, ce sont à peu près les mêmes qu'on avait vu entre la transmission à titre gratuit et la fin de l'engagement collectif de conservation. Obligation de conserver les titres durant 4 ans au moins. C'est un engagement individuel, donc on n'a pas de seuil exigé, comme pour l'engagement collectif, on avait 34% des droits de vote ou des droits financiers pour les sociétés non cotées. Ici, non. C'est un engagement individuel qui a été pris dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession. L'engagement individuel de conservation a pu porter sur un certain nombre de titres, pas tous. Y a-t-il possibilité de souscrire plusieurs engagements individuels? Je n'ai pas la réponse. Le non-respect de l'engagement individuel de conservation par l'un des signataires, bien sûr, ne remet pas en cause l'avantage pour les autres signataires de l'engagement individuel, puisque c'est un engagement individuel. Changement de régime matrimonial au cours de l'engagement individuel, ça ne remet pas en cause l'avantage, comme pour l'engagement collectif. Pour les titres en indivision, là aussi, comme pour l'engagement collectif, on a vu que chaque indivisaire a la qualité d'associé, sauf en cas de représentation de l'indivision, eh bien, chaque indivisaire doit prendre l'engagement individuel. Le partage des titres en indivision, avec ou sans soulte, au cours de l'engagement individuel, ne remet pas en cause le bénéfice de l'abattement de 75%, dès lors que le bénéficiaire poursuit l'engagement de conservation. Début de l'engagement individuel de conservation, eh bien, ça commence à compter de la fin de l'engagement collectif, donc qui a pu soit être, on a vu que ma pratique, c'est de dire, comme je veux donner tout de suite, c'est un engagement collectif de 2 ans. Si la transmission a lieu après 2 ans, eh bien, on a pu ici modifier ou proroger la durée de l'engagement collectif, et à ce moment-là, eh bien, il faut penser à le dénoncer. Si l'engagement collectif est réputé acquis, je vous rappelle les conditions de l'engagement collectif réputé acquis, il faut que les 3 conditions de l'engagement collectif soient remplies. Détention depuis au moins 2 ans par le dirigeant, qui dirige donc, qui exerce une fonction de direction, voilà, et qui détient au moins 34% des droits de vote ou des droits financiers. Et pour l'engagement collectif de conservation, le début de l'engagement individuel commence au moment de la donation. La fonction de direction, on l'a vu, doit être exercée soit par un signataire de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel de conservation.
On a vu également que, attention, pour l'engagement collectif réputé acquis, eh bien, le signataire de l'engagement individuel devait obligatoirement exercer une fonction de direction. Ici, non, s'il y a eu un engagement collectif de signer, la fonction de direction peut être exercée par le donateur. Donc là aussi, on avait vu la durée de l'engagement collectif. Si je transmets tout de suite les titres après la signature, eh bien la fonction de direction est d'une durée de 3 ans, puisque la fonction de direction est de 2 ans durant l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Et si l'engagement collectif est réputé acquis, on rentre tout de suite dans l'engagement individuel de conservation, et donc la fonction de direction doit durer 3 ans. La direction doit être effectivement exercée par l'un des héritiers légataires donataires qui a pris l'engagement individuel de conservation ou l'un des associés membres de l'engagement collectif de conservation, sauf si l'engagement collectif est réputé acquis, auquel cas c'est obligatoirement un bénéficiaire de la donation qui est souscripteur de l'engagement individuel de conservation qui doit exercer la fonction de direction. Voilà. Les conditions de la fonction de direction, vacances, sont les mêmes que celles de l'engagement collectif de conservation. Société LIR, société LIS, on a vu. À l'IR et à l'IS, l'exercice continu, effectif des activités de diligence constatées et réelles. La direction ne peut pas être exercée par ne pas être exercée par la personne morale. Et la vacance ne doit pas excéder 3 mois en cas de changement de direction. Pour les sociétés LIS, il n'y a pas de condition tenant à la rémunération. La fonction de direction peut être exercée par une personne morale. On a vu aussi qu'il y a plusieurs signataires qui peuvent exercer chacun une fonction de direction pour consolider le pacte du travail. Attention, il faut toujours que la fonction soit effective. Décès du dirigeant. En cas de décès, la fonction de direction doit être exercée par un autre signataire. Et elle doit débuter statutairement et effectivement dans les 6 mois qui suivent le décès. Quelles sont les opérations autorisées ou interdites au cours de l'engagement individuel de conservation? On a vu, ces petits sacs de billes, coucher, pas bouger, sauf 2 exceptions. 1. L'apport à une holding passive, il y en a même 3, on peut décéder, bon, enfin bref. Donc l'apport à une holding passive au cours de l'engagement individuel et les donations, mais uniquement à des descendants. Voilà. Aucune opération sur l'opérationnel et aucune opération sur les titres de la holding sont autorisées. Voilà. Les seules 2 opérations autorisées, véritablement, c'est les donations, seulement les descendants, et l'apport à une holding passive. Certaines opérations capitales, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'engagement collectif de conservation, et puis on peut décéder, ça ne remet pas en cause le bénéfice du travail. Mais c'est bien de le préciser. D'ailleurs, c'était précisé en cours des pactes de la création, et pas à l'origine. Cession d'un seul titre? Non, puisque souvenez-vous, dans l'acte de donation, moi, donataire, j'ai pris l'engagement de poursuivre l'engagement collectif de conservation jusqu'à son terme, et j'ai pris l'engagement individuel de conserver jusqu'à la fin du travail, les 6 ans. Donc, pas de remise en cause pour l'apport à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération. On va voir les contraintes de la holding passive. La donation à un descendant, permis, et le décès, permis. Bon. La dissolution de la société qui résulte de jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Bon. Mais l'entreprise ne vaut plus rien, alors qu'on a payé des droits, alors qu'elle valait quelque chose. Donation seulement aux descendants, oui. Dès lors que les descendants qui reçoivent à nouveau les titres conservent l'engagement de conservation jusqu'au terme. Alors, un réflexe. Il y a plusieurs réflexes à avoir dans les dutrails. On l'avait évoqué déjà. Associer tous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
au capital de la société avant la signature d'un du travail. Deuxième réflexe, c'est que dès lors qu'il y a une transmission de titres, par décès, par donation, eh bien, on a tout intérêt à faire signer un nouveau pacte du travail pour prendre date sur la durée de l'engagement collectif de 2 ans. Voilà. Même, bon, j'ai associé mon enfant pour une action ou une part de la société, je lui donne des titres avec le bénéfice de l'abattement de 75%. Tout de suite, il a intérêt à signer un pacte avec d'autres associés, comme ça, et il fait courir le délai de conservation des titres, et il pourra transmettre à nouveau ces titres à ses enfants. Voilà. Sans trop attendre. De toute façon, souvenez-vous, j'ai même peut-être intérêt d'ailleurs à faire une double libéralité usufruit d'une propriété, voire à faire un saut de génération, en assurant à la génération intermédiaire les pouvoirs grâce à des actions de préférence. Mais il est toujours bien de sauter une génération, non? De droit de succession, de droit de mutation à titre gratuit. Donc, dès qu'il y a un mouvement de titre, réflexe, signature de nouveau pacte. Transmission par décès, oui, on peut mourir, ça ne remet pas en cause le du travail. Les héritiers légataires réputés signataires doivent poursuivre l'engagement individuel jusqu'à son terme. Et là aussi, les héritiers légataires qui souhaitent à leur tour transmettre doivent signer un nouvel engagement collectif. Donc, réflexe, un mouvement de titre, signature de l'impact du travail. Peut-on transmettre à nouveau par donation ou succession? Non. Sauf si les donataires, héritiers, légataires ont souscrit un engagement collectif de conservation ou si l'engagement collectif est réputé acquis. Alors donc, conseil, on va faire souscrire un engagement collectif en même temps que l'engagement individuel. Je rentre dans l'engagement individuel, je reçois les titres, hop, en même temps, je souscris un engagement collectif avec d'autres associés qui réunissent 34% des droits de vote ou des droits financiers. Cession de titres? Ah non, pas du tout. Attention, même si je vends un seul titre, je remets en cause l'avantage sur l'ensemble des titres. Ça ne remet pas en cause l'avantage pour les autres. Donc on peut souscrire éventuellement plusieurs engagements individuels. Alors c'est peu pratiqué. Holding, cession des titres de la holding. Non, en aucun cas, on a vu, l'associé de la société interposée ne peut céder un titre. Non. Voilà. Et la société holding, société interposée, ne peut en aucun cas céder des titres de la société opérationnelle. Bien sûr, pour les titres qui ne sont pas soumis à engagement, eux sont libres d'être cédés. Opération en capital, oui. Pas de remise en cause pour les augmentations de capital par l'apport de nouveaux titres, incorporation des réserves ou création de nouveaux titres par réduction de la valeur nominale des titres couverts par l'engagement. Fusion-cession, oui, dès lors qu'on conserve des titres émis en contrepartie de l'opération jusqu'au terme de l'engagement de conservation. Ou pas de remise en cause pour l'annulation des titres provenant de pertes ou de liquidation judiciaire. L'apport à une holding passive. L'apport à une holding passive constitue une exception, justement, à coucher, pas bouger. On avait vu les deux exceptions. L'apport à une holding passive au cours de l'engagement individuel de conservation, 787B alinéa F du Code général des impôts, et puis la donation, mais uniquement à ses propres descendants. Et l'apport à une holding passive est très usité justement pour le LBO familial. Le LBO familial qui, je rappelle, et on va le voir, consiste à donner les titres de l'entreprise à un enfant repreneur, à charge pour cet enfant de verser une soulte, une somme d'argent à ses frères et sœurs non repreneurs. On va voir que l'idée est bonne, c'est vrai, de ne pas associer tous les enfants au capital, d'associer uniquement le repreneur. Bon. Mais vous allez voir que les grands gagnants de l'opération, c'est ceux qui vont toucher la soulte. Moi, si mes parents me proposent une telle opération, je dis non, écoutez, donnez-moi la soulte, et puis je vais créer mon entreprise. Bon, c'est peut-être plus intelligent. On va le voir pourquoi.
Alors, les associés de la holding. Alors, d'abord, on est bien dans la chronologie donation-apport. Hein. Je reçois les titres. Et le plus souvent, on le fait dans l'engagement collectif réputique, dont j'ai horreur. Mais, bon, vous savez, je ne fais rien comme les autres. Hein, donc, méfiez-vous quand même de moi aussi. Hein. Bon, donc, je donne les titres et l'engagement collectif et réputique, mes trois conditions. Je suis dirigeant, j'exerce la fonction de direction, je détiens 34% des droits de vote aux financiers depuis 2 ans. Donc, je donne les titres à ma fille. Et ma fille, qui reçoit les titres, on est bien dans la donation, les apporte à une holding passive. Voilà. Durant l'engagement individuel de conservation. Attention, je rappelle, quand peut-on apporter à une holding uniquement entre, bien sûr, avant la signature du pacte du trade, ça c'est sûr. Entre la signature et la donation, seulement si la holding est signataire du pacte du trade, jamais entre la donation et la fin de l'engagement collectif, et on peut, ici, apporter à une holding dans des conditions restrictives, on va le voir, les conditions que doit remplir la holding passive au cours de l'engagement individuel de conservation. Mais si j'ai signé un pacte du trade et que je donne tout de suite, après la signature, je devrais attendre 2 ans avant de faire apport à une holding. Mais la question est de savoir pourquoi apporter à une holding. Les associés de la holding, contraintes de la holding au cours de l'engagement individuel de conservation, la perte des pouvoirs de gestion, éventuellement les réponses, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir retourner la loi, ou l'esprit de la loi? Le mandat effet et posthume, j'ai l'habitude de dire que ces mandats, c'est de la daube. Bon, on va voir la fragilité des mandats. Transmission et démembrement, une catastrophe, même si l'administration fiscale l'autorise. On va voir que c'est, alors là, c'est n'importe quoi. Ou l'apport avec soult résultant d'une donation partage, le LBO familial. Les associés de la holding. La holding passive est détenue en totalité par les bénéficiaires de l'exonération. Donc le donateur, cependant, le donateur peut avoir une participation minoritaire au capital. Voilà, le texte, il vous dit, attention, la totalité du capital doit être détenue par les bénéficiaires de l'exonération, donc ceux qui ont reçu les titres, ceux qui ont souscrit l'engagement individuel de conservation. Toutefois, le donateur peut détenir une participation au capital de la société holding sans que cette participation puisse être majoritaire. Donc, le donateur, je traduis, peut avoir une participation minoritaire au capital. Alors, la question est de savoir, le texte me dit une participation minoritaire au capital. Est-ce que le donateur peut avoir une participation majoritaire en droit de vote? Minoritaire en capital, c'est sûr, mais on a vu qu'on peut dissocier l'avoir et le pouvoir. Je ne sais pas, c'est pas écrit. Enfin, c'est écrit que c'est le capital. Si jamais je venais à en découdre avec l'administration fiscale, je pense que la Cour me donnerait raison, puisque c'est inscrit que la participation au capital doit être majoritaire, mais l'administration fiscale, elle distingue bien quand c'est le capital qui doit être majoritaire ou les droits de vote. D'ailleurs, pour le pacte du trade, il dit 34% des droits de vote ou financiers, alors que l'ancienne ISF, du trade ISF, c'était 34% du capital. Mais elle distingue bien donc le capital et les droits de vote. Quelle était l'intention du législateur? On va aller savoir. Quelquefois, c'est pas clair, parce que au plan fiscal, j'ai pour habitude de ne pas poser de questions du pourquoi. Autant au plan civil, je peux, il peut y avoir une logique, mais au plan fiscal, quelquefois, ça pète les plombs. Et des mesures, on peut se poser des questions du pourquoi, on n'aura pas la réponse. Mais comme on n'est pas autorisé, ou c'est pas écrit, il ne faut pas faire. L'apport de la société opérationnelle à l'holding passive n'est pas forcément réalisé par l'ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit. Alors, certains peuvent apporter, et ils peuvent apporter une partie des titres, et pas l'ensemble des titres. Alors, ça, c'est un piège. La donation qui précède l'apport, c'est un piège, c'est un assouplissement en plus. Et j'ai pu faire une donation de la nue propriété
et ensuite apport à une holding passive. Ça va poser des sacrés problèmes pour moi. Premier problème, je ne sais pas si je le traite après. Premier problème, c'est que quand je fais ça, finalement, je donne la nue propriété, on l'a vu, hein, on va le voir. Là, la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible, quoi qu'il arrive. Si je commence à donner la nue propriété et ensuite apport à un holding, eh bien, les pouvoirs de l'ancien usufruitier, même s'il est rémunéré par des parts en pleine propriété dans la holding, sont limités à l'affectation des bénéfices. On ne peut pas mettre des parts ou des actions de préférence qui lui donneraient tous les pouvoirs. C'est impossible. Voilà. Donc, j'aime pas beaucoup. Autre problème économique. Je fais ça, moi, pour puiser le dividende. Ouais, mais les autres, mes enfants, éventuellement, si l'enfant repreneur, je lui fais une donation, à charge pour lui de verser une soulte à ses frères et sœurs, comment va-t-il payer la soulte? En principe, il devrait payer la soulte grâce à un emprunt que fait sa holding et un emprunt remboursé par les dividendes de l'opérationnel versés à la holding. On va voir, c'est le LBO familial. Si ce sont les parents donateurs qui appréhendent le dividende, il ne peut pas rembourser. Alors là, le LBO familial, il est cuit, hein. Cuit de chez cuit. Les contraintes de la holding passive. Elle a pour objet unique la gestion de son patrimoine. C'est une holding donc passive, pure passive. Le donateur peut détenir une participation au capital de la holding passive, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération. Ah, voilà. Le donateur ne peut pas, en aucun cas, diriger la holding. Alors, diriger, qu'est-ce que c'est? Ça va dépendre des pouvoirs de la holding, de son objet social. Évidemment, si je restreins considérablement l'objet social et que les décisions sont soumises, les décisions qui dépassent les pouvoirs du dirigeant, le président d'une SAS par exemple, ou d'une société civile, à l'IS ou à l'IR, eh bien, si je restreins l'objet social et que j'inscris dans les statuts que les décisions sont prises à la majorité des droits de vote, on a vu que le dirigeant ne peut pas prendre une participation majoritaire en capital de la holding, mais ne le dit pas, donc ça veut dire qu'il pourrait prendre une participation majoritaire en droit de vote. On pourrait me dire, ouais, c'est pas l'esprit de la loi, tout ça. Bon, pour éviter cette perte des pouvoirs, j'en reviendrai, mais on peut très bien aussi faire en sorte de transformer l'opérationnel en SAS. Le dirigeant futur donateur, là, il détient des actions de préférence. Il donne l'opérationnel SAS, donation, et l'enfant apporte à une holding passive. On va voir pourquoi il a intérêt à apporter une holding passive. Eh bien, maintenant, la holding passive détient une participation dans la SAS, majoritaire, en capital, mais minoritaire en droit de vote. Puisque le chef d'entreprise, il est dirigeant ici, c'est lui qui dirige la SAS, non? Finalement, la holding, c'est que du papier, et je vais limiter les pouvoirs du dirigeant de la holding, un de mes enfants, par les statuts, tout simplement. Voilà. Et donc, qui dirige véritablement? Donc, le dirigeant, celui qui exerce la fonction de direction de la holding, c'est bien un de mes enfants à qui j'ai donné les titres, mais en fait, qui a les pouvoirs? Puis si en plus j'ai un droit de veto, oui, un droit de veto, c'est pas diriger ça. Hein. Bon. C'est ne pas exercer la fonction de direction. Donc elle est dirigée directement par les personnes physiques, pas de possibilité de holding, par une personne physique bénéficiaire de l'exonération, donc un seul niveau d'interposition, et les conditions tenant à la composition, à la détention du capital, à la direction de la holding doivent rester inchangées durant tout l'engagement individuel de conservation. Même à sa direction. Alors là, la vacance, tout ça, de quoi s'agit-il, hein? Attention. Voilà. Autant sur l'opérationnel, on a les textes qui sont assez clairs, autant sur les conditions de la holding,
C'est très restrictif. Là aussi, on devait avoir des éclaircissements, mais ils ne sont pas venus. La holding peut acquérir d'autres titres de l'entreprise opérationnelle, bon, au fur et à mesure, hein, soit apport, soit achat. Elle peut détenir d'autres participations d'autres entreprises du même groupe si les activités sont soit similaires, soit connexes ou complémentaires. Alors là, je ne raconte pas. On avait, il y a des textes assez épais, justement, notamment qui concernaient l'ISF, sur les activités qui sont soit similaires, soit connexes ou complémentaires. C'est très compliqué hein, à remplir. Et les participations du même groupe. Un seul niveau d'interposition possible, et elle prend l'engagement de conserver les titres sous engagement jusqu'à son terme, jusqu'au terme de l'engagement individuel. Attention, je veux voir l'engagement écrit hein, et déposé près de l'administration. La holding est passive. Elle ne peut pas être animatrice en aucun cas et son contenu est restreint. C'est une holding passive qui a pour seul but de gérer les propres titres de la société opérationnelle. Donc forcément, hein, elle va être forcément par nature en perte, en déficit, surtout si elle emprunte. Elle n'a aucune recette, elle est passive. Et si elle a contracté une dette, il y aura les intérêts de l'emprunt. Bon. Et donc on va se dire, oh, ben tiens, on va demander l'intégration fiscale. Piège. Bon. Piège parce qu'on va voir que si on demande l'intégration fiscale, on devrait avoir l'application de l'amendement Charras. Alors, il y en a qui me disent, mais non, il n'y a pas d'application de l'amendement Charras, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, parce que tant que l'administration fiscale n'écarte pas, on verra ce que c'est que l'amendement Charras, j'y reviendrai, mais n'écarte pas cette possibilité-là, c'est je cours le risque, parce que selon sa définition, eh bien, l'apport à une holding est une vente à soi-même. Toc. Je reviendrai parce que cela, on a tendance à l'oublier. Hein. Le contenu est restreint, on a vu, elle détient uniquement les titres soumis à l'exonération de 75%. Elle peut détenir des titres d'autres sociétés du même groupe, seulement si les activités sont soit similaires ou connexes et complémentaires. Il faut regarder, hein, parce que le coût de similaire ou complémentaire, j'ai peut-être intérêt à créer une autre holding. Hein. Les associés de la holding, elle est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Toutefois, le donateur peut détenir une participation sans que cette participation puisse être majoritaire. Donc on a vu aussi que les détenteurs de la holding sont uniquement des personnes physiques, pas de possibilité d'investisseurs extérieurs. Direction de la holding, elle est dirigée directement par un des bénéficiaires de l'exonération. Donc, si j'ai des enfants mineurs, ça c'est pas possible. Ils ne peuvent pas diriger la holding passive. Non. Donc, il faut regarder. Alors, il faut voir pourquoi apporter une holding. À quoi ça sert? Alors, évidemment, si c'est pour développer un outil professionnel, il vaut mieux que j'ai un enfant capable de reprendre. Hein. Et on avait vu que si c'est un engagement collectif réputé acquis, la fonction de direction de l'opérationnel doit être exercée par un des bénéficiaires, par un donataire de l'exonération, donc par un donataire. La holding passive, également, doit être dirigée par un bénéficiaire de l'exonération. Donc ça peut avoir du sens, dans ces cas-là, d'apporter une holding passive au cours de l'engagement individuel de conservation. Ça veut dire que j'ai effectivement un enfant repreneur, je peux avoir d'autres enfants non repreneurs, et donc c'est le LBO familial. Bon, bref. Je tire à boulet rouge sur le LBO familial. Non, parce que j'en vois plein comme ça qui finissent mal du LBO. Donc je fais attention. On va voir pourquoi. Et si donation de la nue propriété de l'opérationnel, ce que je disais, hein, si on commence par du démembrement de propriété et qu'ensuite on fait apport en holding, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas mettre des actions de préférence ici. Les pouvoirs de l'usufruitier vont être limités à l'affectation des bénéfices, et ça,
pour toute la vie. Donc, mon dirigeant, il est mort. Conservation des titres de la holding, oui, parce qu'on a vu que les participations, là, les conditions tenant à la détention du capital doivent rester inchangées durant tout l'engagement individuel de conservation. Les conditions inchangées de la holding, les compositions de l'actif de la holding passive, vous vous rendez compte, les conditions tenant à la composition de l'actif de la holding passive doivent rester inchangées. Toutefois, on avait vu par exception que la holding passive pouvait acquérir d'autres titres de la société opérationnelle, mais en aucun cas ne posséder des titres. À sa direction doivent respecter à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement individuel. Voilà l'exception à la composition de l'actif inchangé. La holding passive peut acquérir d'autres titres de l'entreprise soumise à l'engagement collectif et d'autres titres que ceux bénéficiant de l'exonération partielle. La holding passive peut ensuite acquérir d'autres titres de l'entreprise soumise à un engagement collectif. Voilà. La holding passive peut acquérir d'autres titres que ceux bénéficiant de l'exonération partielle, à condition que les sociétés fassent partie du même groupe, exercent une activité soit similaire, soit connexe ou complémentaire. Et je ne raconte pas le similaire, connexe ou complémentaire. J'aurais dû le placer dans le détail. Et un seul niveau d'interposition. Et en plus, on a éventuellement les contraintes de l'engagement collectif réputé acquis. Souvenez-vous, les deux contraintes essentielles. La participation dans la holding passive n'est pas comptabilisée pour le seuil de 34% et ne peut pas bénéficier d'exonération. Et la fonction de direction est exercée par un bénéficiaire de l'engagement individuel, par un signataire de l'engagement individuel, donc par un bénéficiaire de l'abattement de 75%. Donc il faut vraiment qu'il y ait un enfant repreneur. Voici le rappel. La holding passive et la fonction de direction dans l'opérationnel doit être exercée par un bénéficiaire de l'exonération. Un enfant majeur capable de reprendre, qui accomplit des diligences. Donc, on a esquissé tout à l'heure comment contourner, j'aime pas le terme contourner, puisque dit contourner, dit frauder un peu, mais comment pallier à la perte des pouvoirs de gestion expressément visés par le pacte du travail au cours de l'engagement individuel. On a vu, pour moi la richesse c'est la société opérationnelle, c'est pas la holding. Donc on transforme la société opérationnelle en SAS et on accorde aux dirigeants des actions de préférence. Mais en tous les cas, on ne commence jamais par du démembrement de propriété. Parce qu'on a vu que en cas d'apport de l'usufruit de la propriété, on peut avoir des problèmes. La holding est dirigée directement par un bénéficiaire physique de l'exonération. Voilà. Donation de la propriété, ça sera seulement limité aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Donc on peut, dans l'opérationnel, créer des actions de préférence. Et des actions de préférence, on l'a vu dans l'opérationnel et dans la holding. Elle est dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération, mon enfant repreneur, ou non repreneur, je ne sais pas, enfin bref, on peut aussi, un bénéficiaire de l'exonération. Ce n'est pas forcément un repreneur, c'est un bénéficiaire de l'exonération. Autant pour l'engagement réputé acquis, la fonction de direction de l'opérationnel doit être exercée par un bénéficiaire de l'exonération, donc un signataire de l'engagement individuel, autant la holding passive n'est pas forcément dirigée par le repreneur. Elle est dirigée par un bénéficiaire de l'exonération. Il y a une nuance entre la direction de la société opérationnelle et de la holding passive. Voilà, je m'interroge, puisque la participation du dirigeant donateur doit être minoritaire en capital, peut-elle donc être majoritaire en droit de vote? Ou alors, je restreins l'objet social de la holding et je dis que les décisions sont soumises à la majorité des droits de vote.
Et j'ai transformé préalablement la SAS avec des actions de préférence. Oh, et puis j'aime plus mettre des actions de groupe, tiens. Oula, bref, là ça fait mal. Action de groupe. La 228.13 du Code de commerce. Bon, on n'aura pas le temps de le traiter ici, mais c'est un trésor. Mes deux chouchous dans la SAS, concernant le Code de commerce, L228.11, les actions de préférence, L228.13, les actions de groupe. Et le mandat effet posthume. Bon. Pour la holding passive de l'engagement individuel de conservation, eh bien, ce n'est pas prévu pour la société opérationnelle. Donc, le mandat effet posthume, bon, attention, il n'est pas prévu pour la société opérationnelle, il est prévu pour la holding passive de l'engagement individuel de conservation. Eh bien, ce qui n'est pas autorisé est interdit, donc il ne faut pas faire. Il est prévu pour les entreprises individuelles, il n'est pas prévu pour les sociétés. Donc, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, c'est selon l'administration fiscale, comme elle n'écrit pas que c'est autorisé, c'est donc interdit. Alors, voici ce que c'est que le mandat effet posthume. Le défunt peut désigner de son vivant un mandataire pour gérer toute ou partie de sa succession jusqu'à la liquidation de sa succession. Les héritiers deviennent tout de suite propriétaires dès le décès, mais sont dépossédés de leur pouvoir de gestion. Voici les inconvénients de mandat. Alors je vous invite aussi à aller sur le site, vous avez un dossier sur les mandats, post-mortem, effet posthume. Donc voilà la fragilité, c'est que ça ressort de la décision du juge. Le juge peut très bien mettre fin au mandat quand il le juge nécessaire. Voilà, révocation judiciaire possible à tout moment. Et puis le mandataire a l'impossibilité d'accomplir les actes de disposition. Alors, les actes de disposition, c'est quand même les actes les plus importants. Bon. Apport en démembrement de propriété possible, mais piège. On a vu que si, alors, évidemment, si je meurs tout de suite, moi usufruitier, bon, ça, une bonne affaire. Bon. Mais si j'ai après, l'intention, je vis longtemps, je suis immortel, souvenez-vous, et que j'ai l'intention d'apporter ensuite un holding, c'est mort. Là, je perds tous mes pouvoirs. Et mes pouvoirs, même dans la holding, eh bien, sont limités à l'affectation des bénéfices. Et puis alors, j'ai l'incertitude juridique de la subrogation conventionnelle. Alors, c'est quoi cette chose-là? Bon, je le vois dans plusieurs de mes cours, mais quand même, c'est pour dire vraiment que ce schéma est à mon sens, à écarter. Je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit, et puis je dis, oh tiens, ça serait bien d'apporter une holding. Bon. Et on reporte le démembrement sur la holding. Voilà. Moi, usufruitier, apporteur, je reçois l'usufruit de la holding, et mes enfants nus propriétaires qui apportent à la holding reçoivent la nue propriété de la holding. Alors, ça se fait. Et l'administration fiscale dit que vous pouvez y aller. Ce n'est pas contraire, dit-elle, aux règles du droit civil. Bon, moi j'ai une sacrée incertitude sur ce sujet-là. Et c'est des schémas sur lesquels, ou des montages, sur lesquels on ne peut pas revenir. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et moi, ce montage-là, j'y vais pas. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, il y a une dizaine d'années, dans une réponse ministérielle, dit « Oh là, ce n'est prévu par aucun texte, il n'y a aucune décision de prise, et méfions-nous. » Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, on rémunère un apport en usufruit par départ en usufruit. Eh bien, c'est contraire aux règles du droit des sociétés. Quand je fais un apport est obligatoirement rémunéré par le capital de la société bénéficiaire à proportion des apports. Et un apport doit conférer obligatoirement la qualité d'associé. Or, selon la jurisprudence constante, l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc, comme il n'a pas la qualité d'associé, comment voulez-vous qu'il puisse être rémunéré par de l'usufruit des titres qui ne confèrent pas la qualité d'associé? Alors,
aujourd'hui, ce n'est pas l'administration fiscale qui peut attaquer, puisqu'elle dit, oh, vous pouvez y aller, ce n'est pas contraire aux règles du droit civil. Ça n'engage qu'elle, hein, quand elle dit ça. Qui peut attaquer? Ah, ben les enfants du propriétaire. Peut-être qu'ils pourraient invoquer la nullité de la société, donc remise en cause de l'avantage du trait, enfin, le pataquès, quoi. Voilà, hein. Tout est annulé, enfin, catastrophe. Donc la subrogation conventionnelle, bon, j'y vais pas. Et puis, oh là 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 là, souvenez-vous, hein, quand on avait commencé le cours sur la chronologie des opérations, j'y reviendrai. J'ai commencé par le démembrement de propriété, parce que le démembrement, c'est intéressant fiscalement. Oui, bon, on apporte 1. L'usufruitier, perte irréversible des pouvoirs de gestion. 2. Si je recours au schéma de subrogation conventionnelle, risque de remise en cause par les enfants du propriétaire, parce que j'ai donné quand c'est petit, c'est mignon, quand il est grand, s'ils comprennent un peu ce que j'ai fait, que j'ai rien donné, que je garde tout, et que je les vire même de la société pour mésentente, tout simplement, en leur dédommageant d'un 1 euro, peut-être qu'ils ne vont pas être contents et qu'ils vont attaquer. Hein. Donc, il vaut mieux bien se border quand même là-dessus. Et si j'ai fait ça, c'est attaquable. Bon. Donc, je ne suis pas très à l'aise. Et en plus, tiens, si la société est alliée, souvenez-vous, la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété donnée. J'apporte l'usufruit, il y a l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. On a vu les conséquences fiscales au départ. Hein. C'est très cher. Voilà. L'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. Et on peut dire, ah, comme il y a l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté, oh, ben on va apporter que la nue propriété. Attention, l'administration fiscale, eh bien, n'autorise pas cette opération, donc c'est interdit. D'ailleurs, si elle vient d'autoriser, enfin, si elle a autorisé il y a quelques années la donation de la nue propriété pour apporter, c'est qu'avant, c'était pas autorisé. Donc, si on se dit, ben tiens, voilà, pour éviter l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté, je vais apporter que la nue propriété, méfiance. 1. Remise en cause de l'administration fiscale, ça c'est sûr. 2. Attention, elle pourrait aussi invoquer eh bien, les jurisprudences antérieures, arrêt Saunier, arrêt Wüstenberger, une société ne peut pas détenir que de la nue propriété. Alors je sais qu'il y a des articles, encore récemment, qui essayent de prouver l'inverse, mais je passe sur le risque là. Pourquoi? Parce que le juge il dit que, attention, c'est contraire à l'article 1832, une société est instituée entre associés en vue de partager les bénéfices et de profiter des économies qui pourraient en résulter. En ne détenant que la seule nue propriété d'un actif, bah, elle n'est pas capable d'assurer des bénéfices. Donc, la société est fictive. Non. Il vaut mieux toujours noyer le poisson quand on est dans ce sujet-là, c'est-à-dire que si vous avez des clients qui détiennent uniquement de la nue propriété dans une société, eh bien, il faut leur conseiller de faire apporter des biens en pleine propriété qui dégagent un bénéfice. Voilà. Limitation des pouvoirs du donateur à l'affectation des bénéfices. Donc il est mort, mon dirigeant. Qu'il y ait report ou non du démembrement de propriété, quoi qu'il arrive, que je reporte le démembrement selon le schéma de la subrogation conventionnelle ou que je rémunère l'usufruit par des parts en pleine propriété ou et le propriétaire par des parts en pleine propriété. Bon, c'est pas très intéressant fiscalement, mais c'est plus sécurisé juridiquement que la subrogation conventionnelle, mais l'ancien usufruitier a perdu tous les pouvoirs. Il n'y a pas de possibilité de mettre des actions de préférence. Donc, schéma de démembrement possible, donation apport. Alors voilà, je donne la nue propriété et je reporte le démembrement de propriété sur la holding. Ouh, je ne fais pas. Ouais. Il y en a beaucoup qui le font. Hein. Subrogation conventionnelle, qui est la validité juridique de ce schéma-là. Ou alors, plus sécurisé juridiquement, mais moins intéressant fiscalement, puisque dans le schéma de la subrogation conventionnelle, en reportant le démembrement de propriété, ah ouais, quand l'usufruit va s'éteindre à mon décès, le nu propriétaire recueille la pleine propriété sans droit. Si
schéma plus sécurisé, je rémunère l'apport en usufruit par départ en pleine propriété, la nue propriété par départ en pleine propriété, je ne reporte pas le démembrement, ça coûtera plus cher, puisque si je suis pour les parts que je suis rémunéré en pleine propriété, elle n'a pas été transmise celle-là. Mais en tous les cas, les pouvoirs de l'usufruitier seront limités à l'affectation des bénéfices, quels que soient les deux schémas. Et l'incertitude juridique de la subrogation conventionnelle. L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. On a 3 arrêts, dont un plus récent, en 2016. Je sais qu'il y en a qui se battent pour que l'usufruitier ait la qualité d'associé. Non, il n'a pas la qualité d'associé. Alors, ça n'arrange pas les adeptes du démembrement de propriété, évidemment. Hein. Ils ont poussé à transmettre la totalité des parts à la nue propriété, et donc l'usufruitier n'a pas l'équité d'associé. On se demande qui est le patron dans les sociétés ainsi démembrées. Et l'administration fiscale me dit oui, vous pouvez y aller. L'opération n'interdirait pas en pratique, toutes conditions étant par ailleurs réunies, on tire la couverture quand même, on ne sait pas. Bon. On aurait éventuellement le sursis d'imposition. Donc ici, ça serait maintenant qui a été transformé, remplacé par le report d'imposition. J'apporte un droit d'usufruit d'une société à l'IS à une autre société à l'IS, j'ai le report d'imposition. Avant, c'était une opération de sursis. Mais vous voyez, cette modalité de subrogation n'est pas prévue par aucun texte, mais elle n'est pas contraire aux principes généraux du droit des sociétés. Voilà. Vraiment, ça n'engage que l'administration fiscale. Donation de la nue propriété, ici, on a vu, ou je n'apporte pas l'usufruit, je vais apporter que la nue propriété pour éviter éventuellement l'impôt sur la plus-value, abus de droit. Et schéma non prévu par BOFIP. Pas prévu, interdit. Alors, c'est plus une double imposition à l'ISF, c'est éventuellement une double imposition à l'IFI. Donc, Wurtemberger, l'arrêt, fictivité de la société qui ne détient que la nue propriété, elle n'a pas les moyens de son existence et elle ne peut pas dégager des bénéfices tels que l'exige l'article 1832 du Code civil. Apport avec soult résultant d'une donation-partage, le LBO familial. Maintien de l'exonération partielle. Alors, c'est une modification qui a eu lieu en 2009, donc les 2 lignes qui ont tout changé dans la pratique, c'est le LBO familial. Donc l'idée, c'est que je donne l'entreprise à un enfant qui vaut 100 par exemple, à charge pour le donataire, il y a 2 frères et sœurs, de verser une soult de 33, donation partage égalitaire, de 33 à chacun de ses frères et sœurs, pour respecter l'égalité, si tel est le souhait du dirigeant. Bon. Avant 2009, avant la réforme, on ne pouvait avoir le bénéfice de l'abattement de 75% que sur les 33 conservés par l'enfant donataire. Et les 66 de la soult ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération. En 2009, réforme, l'IAF, non, maintenant on peut avoir la réduction de 75%, y compris sur le montant de la soult. Donc le fiscaliste, il se dit, oh là là, on peut avoir même une réduction de 75% sur la soult, il faut le faire. Ouais. Mais l'économiste, il va vous dire, faut pas faire. Voilà. Donc je me situe plutôt en économiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'avantage fiscal. Voilà. C'est pas du travail ici. C'est une faute professionnelle que de ne pas pouvoir en bénéficier. Voilà. Voilà. Mais, attention, il faut toujours dans l'ordre le civil, l'économique, le civil et le fiscal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité de l'entreprise familiale. Et on va voir qu'avec le Family Buy Out, eh bien, on met l'entreprise out. Voilà.
Donc, apport, l'exonération partielle n'est pas remise en cause en cas d'apport à une holding passive dirigée directement par un bénéficiaire de l'exonération. Et alors, voilà, l'enfant repreneur, il va falloir qu'il paye la soulte. 66. Comment payer la soulte? Ah, bah écoutez, s'il attend de verser un dividende, s'il emprunte à titre personnel pour payer la soulte à ses frères et sœurs, parce qu'ils ne veulent pas attendre, ils veulent la soulte tout de suite. Il va emprunter à titre personnel, bah, s'il fait à titre personnel, eh ben, là, il pleure. Il pleure, pourquoi? Parce qu'il doit verser un dividende qui est taxé éventuellement soit au taux marginal de l'imposition après l'abattement de 40%, soit au prélèvement forfaitaire unique à 30%. Bon, ça fait mal. Voilà. Hein? Le dividende est largement imputé par la fiscalité. Donc il a tout intérêt à créer une holding. Parce que s'il crée une holding, c'est pas pareil. C'est la holding qui emprunte. Et comme c'est la holding passive, dirigée directement par le bénéficiaire de l'exonération, qui emprunte, non seulement les intérêts du prêt seront déductibles, en principe, on va voir que pas sûr, surtout s'il demande l'intégration fiscale. Bon. Et puis, les dividendes qui vont être servis à la holding vont bénéficier du régime mère-fille. C'est quand même mieux que l'imposition directe de l'associé personne physique. Hein? Bon, on a une imposition inférieure à 2%. Donc c'est intéressant. C'est intéressant fiscalement. Mais voilà, on va calculer quel doit être le dividende pour permettre à la holding de rembourser le prêt contracté pour verser la soulte aux frères et sœurs. Et c'est là où ça va coincer. Donc, ouais. Avantage fiscal, j'ai l'abattement de 75% sur la totalité de la valeur de l'entreprise transmise, combien même il n'y en a qu'un qui reçoit le titre, et la soulte, j'ai l'abattement de 75%. Alors on peut pas, il faut vraiment que ce soit la société opérationnelle. L'apport d'une holding animatrice à une holding passive est exclu. Le LBO familial, donc voilà le principe, hein. J'ai toujours mes 3 enfants, transmission de l'entreprise à A, à charge pour lui ou pour elle de verser la soulte à ses frères et sœurs avec une donation possible de la nue propriété. Piège. Et la soulte va être prise en charge par une holding à l'IS pour bénéficier, mais non pas à l'IR, pour bénéficier du régime mère-fille, la holding qui va emprunter. Et les dividendes de la société opérationnelle versés à la holding avec le bénéfice du régime mère-fille vont permettre de rembourser la banque. Donc, alors, les opérations de LBO, c'est toujours le même schéma. Hein. J'ai un enfant ici, il a la tête de la holding passive, c'est ma contrainte du travail. La holding va emprunter, doit souscrire un prêt du montant de la soulte à verser, donc ici 2/3, de la valeur de l'entreprise. Donc ça va être la dette qui va figurer au passif de la holding. Et l'entreprise opérationnelle va verser un dividende qui va permettre de rembourser la banque pour le prêt souscrit par la holding passive. Dans les opérations de LBO, c'est toujours le même schéma. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est où va l'argent. Ah. La holding emprunte pour verser soit ici aux enfants repreneurs la soulte, soit quand je crée une holding d'acquisition de l'entreprise, ça va être payer ici l'argent au cédant, ou alors pour les opérations de vente à soi-même, l'argent va aller à moi directement. À la fin de l'engagement individuel de conservation, l'abattement de 75% est définitivement acquis. Donc là, oui, on est libre. On est libre de faire toutes les opérations en capital, y compris sur les titres de la holding, que les titres de la société opérationnelle. Et si c'est la holding
qui vend, alors on pourra faire une fusion-absorption, hein, par le haut, par le bas, de préférence par le bas. Bon. La holding pourra céder les titres, bon, avec le bénéfice du régime des titres de participation éventuellement, mais l'enfant pourra éventuellement réinvestir dans l'outil professionnel s'il cède, ou alors, s'il veut récupérer l'argent, il va falloir qu'il passe par la case distribution d'un dividende. Ou par une réduction de capital.